Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous lire des extraits d'un ouvrage de Giorgio Agamben intitulé État d'exception. Et c'est cet ouvrage qui, en quelque sorte, a donné son titre à l'exposition de Thamer Mejri qui se déroule actuellement à la station d'art Besset El Neuf à Bhar el-Azraq. Outre cet extrait de État d'exception, je vous lirai également un extrait d'un texte de Giorgio Agamben sur la théorie des dispositifs. Nous allons commencer tout de suite et il s'agit d'un extrait du premier chapitre de cet ouvrage État d'exception qui est paru dans la collection philosophique du Seuil. Le titre du chapitre, c'est L'état d'exception comme paradigme de gouvernement. Depuis toujours, une théorie cohérente de l'état d'exception fait défaut dans le droit public. Cependant, cette lacune ne semble pas gêner outre mesure les juristes qui considèrent le problème plutôt comme une quaestio facti que comme un authentique problème juridique. Non seulement la légitimité d'une telle théorie est niée par ses auteurs qui, se référant à l'ancienne maxime selon laquelle necessitas legem non habet, affirme que l'état de nécessité sur lequel se fonde l'exception ne saurait avoir de forme juridique, mais la définition même du terme est rendue difficile parce qu'elle se situe à la limite entre le politique et le droit. Selon une opinion répandue, l'état d'exception constitue, je cite, un point de déséquilibre entre le droit public et le fait politique. Citation de Saint-Bonnet. Un point de déséquilibre entre le droit public et le fait politique qui, comme la guerre civile, l'insurrection ou la résistance, se situe dans une, je cite, frange ambiguë et incertaine à l'intersection entre le juridique et le politique. C'est Fontana que je viens de citer. La question des limites en devient d'autant plus pressante. Si les mesures exceptionnelles sont le produit des crises politiques et, comme telles, sont à comprendre sur le terrain politique et non sur le terrain juridico-constitutionnel, elles se trouvent dans la situation paradoxale de mesures juridiques qui ne peuvent être comprises sur le plan du droit et l'état d'exception se présente comme la forme légale de ce qui ne saurait avoir de forme légale. D'autre part, si l'exception est le dispositif original grâce auquel le droit se réfère à la vie et l'inclut en lui du fait même de sa propre suspension, une théorie de l'état d'exception est alors la condition préliminaire pour définir la relation qui lie et en même temps abandonne le vivant au droit. C'est ce no man's land entre droit public et fait politique et entre l'ordre juridique et la vie que la présente recherche se propose d'explorer. C'est seulement si le voile qui recouvre cette zone incertaine est levé que nous pourrons parvenir à comprendre ce qui est en jeu dans la différence ou dans la prétendue différence entre le politique et le juridique et entre le droit et le vivant. Peut-être seulement alors sera-t-il possible de répondre à la question qui ne cesse de hanter la politique et son histoire en Occident, que signifie agir politiquement? Deuxième section du premier chapitre, et nous terminerons avec cette section. Parmi les éléments qui rendent difficile une définition de l'état d'exception figure certainement l'étroite relation qu'il entretient avec la guerre civile, l'insurrection et la résistance. Puisque la guerre civile est le contraire de l'état normal, elle se situe dans une zone d'indécidabilité par rapport à l'état d'exception, qui est la réponse immédiate du pouvoir d'État aux conflits internes les plus extrêmes. Au cours du XXe siècle, on a pu assister à un phénomène paradoxal qui a été judicieusement défini comme une guerre civile légale. Prenons le cas de l'État nazi.
dès que Hitler eut pris le pouvoir, ou comme on devrait peut-être le dire plus exactement, dès que le pouvoir lui fut livré, il promulgua, le 28 février 1933, un décret pour la protection du peuple et de l'État qui suspendait les articles de la Constitution de Weimar relatifs aux libertés personnelles. Le décret ne fut jamais révoqué, si bien que tout le Troisième Reich peut être considéré, du point de vue juridique, comme un état d'exception qui a duré 12 ans. Le totalitarisme moderne peut être défini en ce sens comme l'instauration par l'état d'exception d'une guerre civile légale qui permet l'élimination physique non seulement des adversaires politiques, mais de catégories entières de citoyens qui, pour une raison ou une autre, semblent non intégrables dans le système politique. Dès lors, la création volontaire d'un état d'urgence permanent, même s'il n'est pas déclaré au sens technique, est devenue l'une des pratiques essentielles des États contemporains, y compris de ceux que l'on appelle démocratiques. Devant l'irrésistible progression de ce qui a été défini comme une guerre civile mondiale, l'état d'exception tend toujours plus à se présenter comme le paradigme de gouvernement dominant dans la politique contemporaine. Ce passage d'une mesure provisoire et exceptionnelle à une technique de gouvernement menace de transformer radicalement et a déjà fait, en fait, sensiblement transformer la structure et le sens de la distinction traditionnelle entre les différentes sortes de constitutions. L'état d'exception se présente dans cette perspective comme un seuil d'indétermination entre démocratie et absolutisme. Fin de citation, c'était un extrait de Giorgio Agamben de son livre État d'exception, Homo sacer. Passons maintenant à ce texte intitulé Théorie des dispositifs, dont nous allons vous lire un bref extrait très signifiant. Théorie dispositif de Giorgio Agamben. En philosophie, les questions terminologiques sont importantes. Comme l'a dit une fois un philosophe pour lequel j'ai le plus grand respect, la terminologie est le moment poétique de la pensée. Cela ne signifie pas que les philosophes sont obligés de définir à chaque fois les termes techniques qu'ils emploient. Platon n'a jamais défini le terme le plus important de sa philosophie, le terme idée. D'autres, comme Spinoza et Leibniz, ont préféré définir leur terminologie moré géométrico. Mon hypothèse est que le mot dispositif est un terme décisif dans la stratégie de pensée de Foucault. C'est surtout à partir des années 70 qu'il l'utilise quand il commence à s'occuper de la gouvernementalité ou encore du gouvernement des hommes. S'il est vrai qu'il n'en donne jamais une définition au sens propre, il s'en approche dans un entretien de 1977. Giorgio Agamben cite un long extrait de cet entretien, puis le résume. L'entretien est extrait de Dit et écrit, volume 3, page 299-300, un ouvrage de Michel Foucault. Voilà ce qu'écrit Foucault. Ce que j'essaie de repérer sous ce nom, dispositif, c'est premièrement un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref, du dit aussi bien que du non-dit. Voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on établit entre ces éléments. Par dispositif, poursuit Michel Foucault, j'entends une sorte, disons, de formation qui, à un moment donné, a eu pour fonction majeure de répondre à une urgence. Le dispositif a donc une fonction stratégique dominante. J'ai dit, poursuit Foucault, que le dispositif était de nature essentiellement stratégique, ce qui suppose qu'il s'agit là d'une certaine manipulation de rapports de force, d'une intervention rationnelle et concertée dans ces rapports, soit pour les développer dans telle direction, soit pour les bloquer ou pour les stabiliser
les utiliser. Le dispositif, donc, est toujours inscrit dans un jeu de pouvoir, mais toujours lié aussi à une ou à des bornes de savoir qui en naissent, mais tout autant le conditionnent. C'est ça le dispositif, des stratégies de rapport de force supportant des types de savoir et supportés par eux. Fin de citation de Foucault, que nous allons résumer brièvement en 3 points, et ce résumé est celui de Giorgio Agamben. Premier point, le dispositif. Il s'agit d'un ensemble hétérogène qui inclut virtuellement chaque chose, qu'elle soit linguistique ou non. Discours, institutions, édifices, lois, mesures de police, propositions philosophiques. Le dispositif pris en lui-même est le réseau qui s'établit entre ces éléments. Deuxième point, le dispositif a toujours une fonction stratégique concrète et s'inscrit toujours dans une relation de pouvoir. Troisième point, comme il résulte du croisement des relations de pouvoir et des relations de savoir. Je me propose, poursuit Agamben, de tracer une généalogie sommaire de ce terme, d'abord à l'intérieur de l'œuvre de Foucault, puis dans un certain contexte historique plus ample. À la fin des années 60, à peu près au moment où il écrit l'Archéologie du savoir, pour définir l'objet de ses recherches, Foucault n'utilise pas le terme dispositif, mais un terme dont l'étymologie est proche, celui de positivité. Il ne le définit pas davantage. Je me suis souvent demandé où Foucault avait pu trouver ce terme jusqu'au moment où j'ai repris l'essai de Jean Hippolyte, Introduction à la philosophie dans l'histoire de Hegel. Le rapport qui liait Foucault à Hippolyte est bien connu. Foucault a parfois évoqué Hippolyte comme son maître. Il avait été son professeur, d'abord en Cagne à Henri IV, puis à l'École normale supérieure. Le chapitre 3 de l'essai d'Hippolyte s'intitule « Raison et histoire », les idées de positivité et de destin. Il y concentre son analyse sur 2 œuvres de l'époque de Berne et de Francfort qui couvrent les années 1795-1796. La première est L'esprit du christianisme et son destin. La seconde se trouve le terme qui nous intéresse, s'intitule La positivité de la religion chrétienne, Der Positivität der christliche Religion. Selon Hippolyte, destin et positivité sont 2 concepts décisifs de la pensée de Hegel. Plus particulièrement, le terme de positivité trouve son lien propre dans l'opposition entre religion naturelle et religion positive. Alors que la religion naturelle concerne la relation immédiate et générale de la raison humaine avec le divin, la relation positive ou historique comprend l'ensemble des croyances, des règles et des rites qui, dans une société donnée et à un moment donné de son histoire, se trouvent imposés de l'extérieur aux individus. Une religion positive, écrit Hegel dans un passage cité par Hippolyte, implique des sentiments qui sont plus ou moins imprimés par contrainte dans les âmes, des actions qui sont l'effet d'un commandement et le résultat d'une obéissance et sont accomplies sans intérêt direct. Citation extraite de l'introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel. Hippolyte montre comment l'opposition entre nature et positivité correspond en ce sens à la dialectique de la liberté et de la constriction, comme à celle de la raison et de l'histoire. Dans un passage qui ne peut pas ne pas avoir suscité la curiosité de Foucault et qui renferme quelque chose de plus que le simple présage de la notion de dispositif, Hippolyte précise, je cite, « On voit donc le nœud de questions qui se présente à propos de ce concept de positivité et les essais successifs de Hegel pour relier dialectiquement, une dialectique qui n'est pas encore consciente d'elle-même, la pure raison théorique et surtout pratique et la positivité, c'est-à-dire l'élément historique. En un certain sens, la positivité est considérée par Hegel comme un obstacle à la liberté de l'homme et comme telle, elle est condamnée. Rechercher les éléments positifs d'une religion, et on pourrait ajouter
d'un État social, c'est découvrir ce qui en eux s'impose par contrainte à l'homme, ce qui fait tâche dans la pureté de la raison, en un autre sens, qui finit par l'emporter au cours du développement de Hegel. La positivité doit être conciliée avec la raison, qui perd alors son caractère abstrait et devient adéquate à la richesse concrète de la vie. On voit donc pourquoi le concept de positivité est au centre des perspectives hegeliennes. Voilà donc un extrait du texte Théorie des dispositifs de Giorgio Agamben, traduit de l'italien par Martin Rueff. Je vous ai également lu un extrait de l'ouvrage L'état d'exception du même Giorgio Agamben. Ces deux textes ont été lus en regard aux œuvres de Femer Mejri qui sont actuellement exposées jusqu'au 2 mai à la station d'art B7L9 de Bhar al-Azraq, car Femer Mejri et également le commissaire de l'exposition Mathieu Lelièvre se réfèrent souvent à ce concept de dispositif et se réfère directement à Giorgio Agamben, puisque le titre de l'exposition, c'est States of Exception, état d'exception, si on traduit mot à mot, et que le titre de l'ouvrage de Agamben, dont je vous lisais un extrait, s'intitule aussi État d'exception. Voilà donc notre séance de lecture à haute voix des textes introductifs à la réflexion sur l'état d'exception de Giorgio Agamben et également un texte introductif sur la théorie du dispositif. Merci pour votre attention.